Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pas s'intéresser à des petites pièces de collection de la ville, mais plutôt je vais vous présenter le chantier de Notre-Dame de Paradis qui termine sa dernière phase, qui concerne surtout la restauration des voûtes. C'est pour ça que j'ai amené ici avec moi, ici j'ai un morceau en plâtre des voûtes. Qui sont sur la basilique. Rapidement, pour vous passer la chronologie, parce que c'est vrai que Notre-Dame de Paradis, j'ai jamais fait de vidéo. Très honnêtement, c'est parce que c'est un sujet extrêmement complexe et j'ai jamais trop su par quel bout le prendre. Je pense que c'est pas une vidéo qu'il faudrait pour Notre-Dame de Paradis, mais plusieurs. Donc voilà, le niveau écriture, c'était pas forcément évident. Mais là, on va regarder le chantier. Donc pour l'instant, évidemment, le public ne voit rien, puisque ça se passe quand vous rentrez dans la basilique. Aujourd'hui, dans le fond, vous avez une palissade de séparation pour pouvoir que l'atelier se passe bien et puis éviter les productions de poussière. Petit rappel chronologique, Notre-Dame de Paradis est un édifice dont on commence la construction au XVIe siècle. La première pierre est posée autour de 1514. On a une datation précise pour la charpente, grâce à une étude de dendrochronologie que la ville a commandé. Donc on est autour des années 1591-1592 pour les bois de charpente. Donc vous voyez, on est sur cette partie de XVIe siècle. Et à l'origine, ce qui est une chapelle, donc au début du XVIe siècle, devient dans le dernier quart de ce même siècle, l'église paroissiale d'Hennebont. Donc le centre de la ville bascule, on va dire, de la ville close, même si l'église d'origine Saint-Gilles-Trémoëc n'était pas dans la ville close, mais tout à côté. Enfin, bascule du moins du côté de la ville close vers ce qui devient la place du marché et qui devient le centre-ville sur lequel elle est construite. Et cette chapelle, devenant église, va générer un mouvement urbanistique, puisque c'est tout autour d'elle que vont se construire les plus beaux hôtels particuliers de la ville, qu'on pense à l'hôtel de Quérette, qui est juste à côté, mais également aux 3 hôtels particuliers qui forment l'hôtel de ville. On a l'hôtel de Nantois, on a l'hôtel de Saint-Georges, on a toute une série comme ça qui heureusement ont été épargnés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais autour de Notre-Dame de Paradis naît un nouveau centre-ville. Je vous l'ai dit, édifice du XVIe siècle, mais qui est terminé, ou du moins continué au cours du XIXe siècle. On a un édifice qui fait partie du style gothique, qu'on reconnaît à ses élans très flamboyants, ses grands pinacles, ses flèches extrêmement pointues, beaucoup de jeux de décors avec de la végétation, des très grandes verrières qui prennent beaucoup de place, on veut faire rentrer un maximum la lumière. Ça, c'est vraiment le gothique. Et puis, au XIXe siècle, après la Révolution française, on a un autre mouvement qui est un mouvement de retour au Moyen-Âge. Il faut penser que dans les années 1840, c'est la publication de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. C'est également dans les mêmes époques que commence à être mis sur place l'administration des monuments historiques, avec Ludovic Vitet et Prosper Mérimée. Donc on s'intéresse aux œuvres du passé, et évidemment, après les événements de la Révolution, on s'intéresse au Moyen-Âge, au cours de cette restauration, au Moyen-Âge que l'on voit dans la façon romantique comme étant cette période bénie où les paysans, les chevaliers et les religieux se donnaient la main pour bâtir des cathédrales jusqu'au ciel à la plus grande gloire de Dieu. Donc on retourne dans cette espèce de dimension d'un Moyen-Âge fantasmé. Et on va compléter Notre-Dame de Paradis en rajoutant des pinacles, donc ces petites pyramides qui sont posées sur les contreforts. On va également, et là beaucoup plus tard au XXe siècle, rajouter toute une galerie qui fait le tour de la basilique au 2e niveau, au ras des toitures, ce qui n'est pas sans conséquence, parce qu'en fait la pose de ces galeries a obligé à une réduction de la toiture, et a fait que toute l'eau qui tombait sur la toiture tombait sur les têtes de mur et créait des points de pénétration d'humidité. Et cet aménagement qui a lieu entre les deux guerres va causer pendant près de 80 ans tout un tas de campagnes de restauration pour pouvoir pallier ces pénétrations d'eau sur ces têtes de toiture. Et en fait, on va résoudre le sujet il y a quelques années, il y a 1 an, dans le cadre de ce plan patrimoine, où on a refait toute l'étanchéité de la partie supérieure de Notre-Dame de Paradis, ce qui explique aussi que vous ayez des descentes qui étaient posées. On a un système de gouttière, système de boîte à eau qui concentre l'eau et qui le fait descendre à un point précis. Alors qu'avant, ça partait un petit peu partout, ça se mettait en charge en haut et ça pouvait, à certains endroits, couler dans la basilique. Donc on a résolu ce problème. Et une des conséquences également de cette humidité extrêmement importante au niveau de toiture, c'est que les voûtes en plâtre
ont souffert de cette humidité. Alors, petit rappel, les voûtes de Notre-Dame de Paradis sont uniquement des voûtes décoratives et qui sont dans ce même mouvement romantique des années 1840. C'est-à-dire que pour cette époque-là, l'édifice parfait se devait, pour être magnifique et somptueux, se devait d'être voûté de pierre. Or, c'est extrêmement complexe de voûter avec du granit. En plus, une voûte a un rôle structurel. Vous en avez tous entendu parler quand on a évoqué le désastre à Notre-Dame de Paris. Si on retire un claveau d'une voûte, elle tombe. Voilà. Et l'édifice suit. À Notre-Dame de Paradis, c'est pas du tout le cas. À l'origine, on n'avait pas. Les voûtes ont sans doute été prévues, mais jamais réalisées. Puisqu'on a les départs, vous verrez, on a les départs de voûtes qui sont encore en place et qui sont en granit, mais ça n'a pas été fait. Sans doute, il y a eu d'autres orientations, ou alors peut-être un petit souci budgétaire, ce qui fait qu'on n'a pas voûté de pierre Notre-Dame de Paradis. D'autant plus, comme je vous le disais, il aurait fallu se procurer un autre type de pierre, une pierre un peu plus facile, un peu moins dense. Je pense notamment au calcaire. C'est le cas, pour ceux qui la connaissent, à la chapelle Notre-Dame de Kelvin en Guerre, où on a la partie du chœur qui est voûtée avec du calcaire qui provient du chantier de la cathédrale de Val. Bref, en 1840, à Hennebont, on fait une fausse voûte, ce d'autant plus qu'on avait un lambris en bois qui était posé sous la charpente. Quand on est sur la charpente, on voit les traces de clous, on voit les traces des éléments qui sont encore en place, et puis ce lambris était très abîmé, donc on a sans doute préféré, plutôt que de monter tout en haut pour le restaurer, le dissimuler à travers cette voûte, et qui avait pour but de magnifier l'architecture de Notre-Dame de Paradis. Ces voûtes sont faites avec une structure en bois, une charpente en bois, sur lequel on va poser des éléments de plâtre. On va poser tous les éléments qui forment les arcs, et puis on va mettre du voligeage et mettre une couche de plâtre sur les voûtins. On va ensuite redessiner des faux joints que l'on va teinter pour donner une impression de pierre, et d'en bas ça marche tout à fait. Le problème, c'est que qui dit voûte en plâtre sur un en bois et avec de l'humidité, on pouvait bien imaginer qu'à un moment donné, on aurait des soucis. Et en 2015, on a eu des chutes de pièces, d'éléments de ces voûtes en plâtre qui sont tombés, puisque l'âme en bois, à certains endroits, était complètement pourrie, donc le plâtre s'est détaché. On a posé des filets sur toute la surface de l'édifice. Alors c'est pas très esthétique, mais ça avait pour but d'empêcher, en cas de chute, un problème plus complexe. Et dans le cadre du plan patrimoine 2, on a engagé la restauration de ces voûtes. Pour revenir sur ces plans patrimoine, le 1 et le 2, je vous mettrai un lien sur le petit livret carnet de chantier qui avait été édité par la ville l'année dernière, ou il y a 2 ans, et qui faisait un petit point sur le chantier jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce qu'il a été fait. Donc ça, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez le télécharger ou le lire sur écran. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc le chœur est toujours couvert de ces échafaudages. Il permet aux maçons de travailler. Les maçons ont supprimé tous les joints en ciment qu'on avait dans le chœur pour les refaire avec des joints au mortier de chaux. On en a également profité pour passer dans les joints, avant de les recouvrir, les câblages électriques, parce qu'on est dans un édifice du XVIe siècle, mais on a des usages au XXe siècle. Donc on a passé les câbles, et puis on va ensuite dissimuler ça avec le joint. Ont également été faits à différents endroits des tests pour le badigeon blanc qui recouvrira le chœur à la fin. Donc ce sera assez magnifique. On aura un chœur tout blanc et qui va sans doute rendre l'édifice beaucoup plus lumineux qu'il ne l'est déjà. Donc les maçons sont en train de piquer les joints et puis tous les refaire. Il y a eu également des reprises de montants de vitraux qui ont été faits. Mais là, la grosse opération pour les maçons, c'est cette partie de reprise de pierre. La très grande opération qui a cours en ce moment, c'est bien sûr celle de la réfection des voûtes. Alors comme je vous le disais, la première étape a été de monter cet échafaudage, où vous êtes sur une plateforme directement sous les voûtes. C'est assez impressionnant, on dirait presque qu'on est dans une salle médiévale,
ici. Puis en plus, comme les vitraux ont été démontés pour être restaurés, on a une luminosité extrêmement claire. Donc la première opération a constitué à détruire la voûte en plâtre, cette voûte du 19e siècle, mais qui avait été très restaurée dans le chœur après 1940. On a eu les bombardements et des choses qui sont tombées sur la toiture qui ont abîmé la voûte en dessous. Donc on a eu besoin de la restaurer à un moment donné. Donc on a fait des sondages. L'idée était d'abord de vérifier et de comprendre l'état des structures de bois qui tiennent la voûte, parce qu'on est en restauration. Si la voûte, on ne peut pas la conserver, en revanche, la structure de bois, l'intérêt est de garder un maximum des pièces de bois qui sont celles du 19e siècle, celles d'origine. Alors ce qu'on a fait, on a entièrement déshabillé les éléments de plâtre. Il reste une grosse clé pendante qui est en attente pour savoir un petit peu comment elle va être traitée. Il y avait eu projet de la déposer pour la restaurer. Il s'avère que ce sera peut-être plus compliqué. Donc pour le moment, on laisse un peu pendant l'intervention. Va-t-on la démonter? Va-t-on la reprendre? C'est encore en discussion. Donc l'opération ensuite c'est de vérifier la charpente. C'est l'entreprise Asselin de Thouars qui s'en est occupée. Donc aller vérifier quelle pièce de bois il faut changer, quelle pièce de bois il faut reprendre. Ensuite il faut faire tous les calculs pour redonner à cette structure en bois, la restaurer. À certains endroits, on voit très bien, vous avez des parties anciennes et puis des parties complètement neuves, et qui permettent aussi de rééquilibrer les différents niveaux, parce que lorsqu'au 19e siècle, le chantier a été fait, il y a certains endroits où on a posé des poutres face à face et on n'a pas forcément calculé au millimètre près, parfois même au centimètre près, leur position. Donc il a fallu repenser cette structure, cette âme en bois, sur lequel ont été ensuite fixées les pièces de plâtre. Alors je vais vous montrer quelques images qui ont été tournées dans l'atelier de l'entreprise Galloger, près de Rennes, à Montgermont. C'est eux qui sont en charge du chantier de restauration. Donc tout d'abord, il a fallu fabriquer les arcs. Donc on les a réalisés sur des moules. On a des très très grands moules qui reprennent la forme de l'intérieur de l'arc, qu'on appelle un saumon, donc qui est réalisé lui-même en plâtre, avec dedans des bandes de tissu pour le renforcer, et dessus on va poser le plâtre, et avec un gabarit qui est monté sur une espèce de petit chevalet que l'on fait glisser plusieurs fois, on va donner sa forme à l'arc en plâtre, et puis on va en fabriquer toute une série qui sont ensuite prêts à l'atelier, transportés sur place et qui sont posés. Donc d'où l'importance des calculs qui sont faits, de l'importance des prises de cote, évidemment, de ces formes en arc en plâtre. Donc les arcs, tout d'abord, sont posés de part et d'autre sur les structures principales de la voûte. Alors ils sont fixés. On a aussi, pour armer ce plâtre, on utilise une espèce de filasse. Alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je me demande si quand on tire dessus, il n'y a pas pour 300 kg ou 600 kg de résistance. Donc c'est des choses extrêmement solides qui sont mêlées avec le plâtre et qui permettent de maintenir un peu tout cet ensemble. Ensuite, on va poser les petites baguettes pour faire le voligeage, et dessus, on va mettre le plâtre. On a entre le voligeage un petit espace, le plâtre va se glisser dessus et puis à l'extérieur, donc en séchant, va venir s'accrocher. Et une fois qu'on aura, alors on n'en est pas encore là pour le cœur, mais on l'a fait sur les bas-côtés. Une fois qu'on a posé ce plâtre, on vient creuser tout doucement les joints, et on va mettre une teinte à l'intérieur pour donner cette espèce d'effet pierre sur la voûte. Donc voilà où on en est. On est en ce moment là en train en février 2021, de terminer la pose du voligeage avant de mettre le plâtre. Il y aura un temps de séchage. Alors là, le temps de séchage est un peu lié aux aléas de la météo. Et à partir du moment où ce sera sec, on ira placer les joints, et puis on aura ensuite l'entreprise de maçonnerie Grevet qui, elle, va faire tous les raccords avec le badigeon blanc, puisqu'il va falloir raccorder, notamment quand on a les chutes, les reins de voûte
qui sont en granit et qui viennent s'accorder avec le plâtre, eh bien on fera la mise en teinte pour donner l'impression globale de l'édifice et puis gommer le contraste qu'on a aujourd'hui entre le granit et le plâtre très blanc. Ce chantier, il est dirigé par Madame Marie-Suzanne de Ponto, qui est architecte en chef des monuments historiques. Quand un édifice est classé, comme l'est Notre-Dame de Paradis, qui est classé depuis 1863, eh bien, on est obligé de s'attacher le concours d'architectes spécialisés. Et donc, généralement, on travaille soit avec un architecte du patrimoine, mais bien souvent avec un architecte en chef des monuments historiques. Donc c'est elle qui gère un peu le rapport, enfin le chantier complet, le rapport avec les entreprises, le suivi des travaux. Alors elle et son équipe bien sûr, et qui viennent régulièrement constater l'état du chantier et puis voir l'état de la progression. Cet édifice étant protégé au titre des monuments historiques, la ville bénéficie en tant que propriétaire, puisque je vous rappelle que tous les bâtiments religieux d'avant 1905 sont propriété des communes et qu'il leur incombe l'entretien et le clos et le couvert. Alors rien de ce qui est à dimension liturgique, tout ce qui concerne la vocation, le rôle spirituel de ce bâtiment. En revanche, tout ce qui est de la dimension construction et pérennité du bâtiment, eh bien, relève du propriétaire. Et comme le bâtiment est classé, eh bien, on a la chance de bénéficier d'aide de la part de l'État, à travers sa direction régionale des affaires culturelles, également d'aide de la région Bretagne, et puis d'aide du département du Morbihan, chacun de ces trois institutions ayant une politique dédiée à la valorisation et à l'entretien du patrimoine. Donc ça fait beaucoup d'acteurs autour d'un tel édifice, mais c'est aussi le garant de faire le moins de bêtises possible, parce qu'on est humain après tout, mais qu'au moins il y ait une réflexion globale sur cet édifice et sur les interventions qui sont à faire pour lui permettre, Notre-Dame de Paradis à 505 ans, 506 ans, allez, si on veut même 7 on pourrait dire, si on veut que ça continue comme ça, il faut évidemment l'entretenir. Prochain rendez-vous, début mai ou mi-mai pour la fin du chantier. Je vous dis, il faut qu'on attende le séchage, donc tout dépendra un petit peu de la météo qu'on aura d'ici là, et on pourra ensuite admirer le chœur de Notre-Dame de Paradis, avec ses maçonneries restaurées, sa voûte reprise. Je ne l'ai pas dit, mais on a également un travail important qui est fait en restauration des vitraux, qui a été réalisé par l'entreprise Lumivitrail de Pontivy. Donc on aura un chœur, j'allais dire comme neuf, non, mais qui sera déjà dans un état un petit peu plus digne qu'il ne l'était avant. Et puis ensuite, il faudra réfléchir à continuer cette restauration de Notre-Dame de Paradis. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'était l'occasion de revenir un petit peu sur le chantier de Notre-Dame de Paradis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère avoir l'occasion, si les dispositifs sanitaires s'allègent, qu'on puisse en parler en direct et en face à face au cours d'une visite après la fin du chantier. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.